Merci, Chana. Virginie Giraud est avec nous, elle est historienne et on peut l'écouter chaque week-end sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Florian Tardif, que je félicite pour sa vista sur cette affaire. Olivier D'Artigol, on en reparlera, qui est avec nous. Vous étiez avec le président de la République. Je crois qu'on est tous les deux dans la même barque. Ah non, mais moi je vous écoute. Attendez, je vous écoute. Moi, vous êtes journaliste politique. Moi, qu'on m'explique, tant qu'il n'y a pas un membre du Rassemblement national qui est capable de m'expliquer quel est le gain politique avec cette séquence. Et oui, mais ce matin, les choses se sont éclaircies d'une certaine manière. Vous étiez avec le président de la République en Arabie Saoudite. Vous nous direz peut-être ce qu'on appelle des off dans ces cas-là, parce que peut-être que le président vous a dit des choses. On a échangé. Voilà, vous avez échangé avec d'autres journalistes, j'imagine. Bien évidemment. Philippe Bilger est là également. Et puis Gérard Carrérou. Avant, évidemment, de se plonger dans les réactions du moment, je voulais vous montrer deux ou trois petites choses. Alors, pour nos amis d'Europe 1, évidemment, je vais commenter la première image. C'est The Economist qui a publié à la une de son journal, The Economist, merde. Bon, ça veut tout dire. Vous avez Cécilia Attias, que vous connaissez bien évidemment, qui a écrit « On a eu le siècle des Lumières, puis un con a dû éteindre ». Donc ça m'a fait sourire, pour tout vous dire. Donc j'ai trouvé que c'était assez amusant. C'est drôle. Et, comment ? C'est drôle. Oui, bien sûr, et on en a besoin par ces temps-ci. Et puis Ségolène Royal a également dit qu'elle était candidate. Et Ségolène Royal, je l'ai joint il y a 1 minute. Et elle devrait venir, je l'espère en tout cas, sur notre plateau. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer l'émission. Les premiers ministres potentiels, Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, François Bayrou. Alors Roland Lescure, je pense qu'il faut l'oublier parce qu'il a dit tellement de mal du Rassemblement national qu'à mon avis il ne serait pas adoubé. J'ai vu que les Français souhaitaient que ce soit Jordan Bardella, en tout cas qu'il faisait 15% des suffrages. Mais comme ces derniers jours, on va faire un petit tour de table pour avoir un peu l'édito des uns et des autres sur cette période, avant d'écouter les réactions. Et est-ce que vous êtes ce matin, dans un état d'esprit différent, pourquoi pas, d'hier matin? Est-ce que les choses se sont éclaircies? Je disais, Marine Le Pen a gagné son bras de fer, pour le meilleur et pour le pire. Olivier D'Artigol. Concernant François Bayrou et Poulidor, Anquetil était moins populaire, moins apprécié que Poulidor. Mais quand je dis Poulidor, mais Poulidor, c'est pas, c'est vraiment pas méchant de dire Poulidor, parce que beaucoup de gens aimaient beaucoup Poulidor. Je pense que les gens aimaient plus Poulidor que François Bayrou. Qui me marque. Mais en revanche, c'est le Poulidor quand même. Ce qui me marque ce matin, c'est la précarisation accélérée du poste. Olivier D'Artigol. Ce qui me marque ce matin, c'est la précarisation accélérée du poste de Premier ministre, puisque la personne qui va arriver à Matignon aura comme feuille de route de tenir jusqu'à juillet prochain. Pour moi, Marine Le Pen est apparue comme un partenaire politique peu fiable pour le socle commun, puisqu'elle a fait monter les enchères dans ce qu'on appelle le money time dans la dernière période, et donc y compris Michel Barnier a été un peu surpris de ça. Il me semble que peut-être que Moi, je suis surpris qu'il ait été surpris. Mais bon. Oui, il me semble que si vous me permettez. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut peut-être regarder une autre voie de passage à l'Assemblée que de lier son destin à Marine Le Pen. Je crois que cette solution politique n'existe pas. Évidemment, on a entendu tout à l'heure Monsieur Lecornu qui souhaiterait que le PS se détache de la France insoumise. Les interventions de Boris Vallaud sur ce compromis mais on peut l'écouter tout de suite. D'ailleurs, ce qui est intéressant ce matin, c'est de bien avoir en tête l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire, c'est 180 voix. 180 voix. Il y a 66 PS. Sur ces 66 PS, vous en avez 64 qui doivent leur siège à Jean-Luc Mélenchon. Alors, ils peuvent trahir, ça, il n'y a pas de souci. C'est généralement, en politique, on trahit souvent. Mais je ne suis pas sûr que M. Faure et ses amis ont envie, au mois de juillet prochain, de ne pas revenir à l'Assemblée nationale. Donc, je les vois bien rester près de la France insoumise. Une proposition sur la table. Oui, sur la table. Sur la table ou sous la table ? Non, sur la table. Parce que, si vous me permettez, je vous propose d'écouter Monsieur Lecornu, parce que j'ai l'impression qu'il rêve un peu, Monsieur Lecornu, mais bon, pourquoi pas. Écoutons, sur RTL tout à l'heure. On doit tout faire pour que les socialistes se détachent de la France insoumise. Je vous dis ça, je viens pas de la gauche, mais je suis un républicain, je travaille avec la gauche républicaine dans mon département de l'Eure, et je vois bien que là,
l'histoire d'ailleurs sera dure sur cette séquence. Cette censure automatique préalable du Parti socialiste. Je pense que la responsabilité de ma famille politique, de là où je viens, c'est d'effectivement permettre au Parti socialiste d'évoluer dans sa position. En tout cas, c'est une urgence parce que c'est un parti de gouvernement qui a donné 2 présidents de la République à la France. Ça, c'est la petite musique de l'Élysée depuis 8 jours. On va pas se raconter de salade, puisque tout le monde a des informations ou j'allais dire des pressions. En tout cas, on fait passer des infos. Bon, la petite musique, c'est de dire le PS va se détacher et il va pouvoir avoir un candidat venu ou du PS ou de Renaissance, mais en tout cas qui aura l'aval du PS. Bon, moi je pense que c'est un mais rêve. Le calcul était sur la motion de censure, ce calcul-là, tout simplement parce que, effectivement, si on additionne les voix du Nouveau Front Populaire plus celles du Rassemblement National et de ses alliés, on arrivait à 330 voix pour voter la motion de censure. 330 voix moins 66, vous avez compris que la motion de censure ne passe pas. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que c'est le Rassemblement National qui avait les cartes en main, c'est le Rassemblement National et potentiellement les députés PS. Bon, on va continuer le petit tour de table. Simplement, information très importante, parce que M. Lecornu a dit qu'il refusait l'idée d'être Premier ministre. Donc ça, c'est quand même une information, parce que c'est un proche du président de la République qui était... C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah bah écoutons ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est faux, vous m'étonnez. Qu'un homme politique mente, ça serait la première fois. C'est le président de la République qui nomme, et puis de toute façon, à chaque remaniement, effectivement, j'ai le droit à peu près au même refrain. Vous venez de passer 3 jours avec le président en Arabie Saoudite. Vous n'en avez pas parlé ? Non. Vraiment ? Non, mais vous n'en avez pas parlé du tout. Non. Promis. Non, oui, promis. À chaque remaniement, c'est à peu près... Et vous ne dites pas non ? Mais parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un peu de dignité aussi dans notre vie politique ne fera pas de mal. Enfin, les gens seraient surpris de voir le ministre des Armées venir comme ça, discuter de tout ça au micro. Non, moi je suis candidat à rien. Ah oui, donc c'est pas aussi clair que je le disais quand même. Oui. Voilà. C'est plus, voilà. Donc il ne ment pas. À rien. Non mais voilà, c'est pas aussi clair. Vous voulez que je voilà, vous fasse une confidence ? Oui. J'ai été avec lui dans un avion pour le suivre pendant une journée. C'était il y a environ 6-7 mois. Et on a beaucoup parlé dans cet avion, puisque j'étais face à lui, de la situation politique en France. Et je lui ai dit, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de vous nommer à Matignon, compte tenu de l'éclatement du paysage politique, compte tenu du fait qu'il va falloir discuter avec le Rassemblement national en 2022 ou même en 2023, puisque effectivement son nom a à plusieurs reprises circulé. Il m'a répondu, Florian Tardif. Cash. Ça aurait été intelligent de la part du président de la République de me nommer à Matignon. Non, mais tout à fait. Donc, une fois qu'on l'a entendu, on comprend que c'est pas exactement tel que je l'avais vendu. Petit tour de table, on terminera par ces messieurs, mais Virginie Giraud. Mais moi, je regarde ça avec l'œil de l'historienne, c'est-à-dire moins sur l'actualité que sur le temps long. Et ce que je remarque, c'est que de toute façon, l'instabilité politique fait partie de l'histoire de France depuis à minima 1789, mais on peut remonter beaucoup plus haut. En réalité, les périodes de calme en politique durent 10, 15, 20 ans, quand c'est faste, en gros. Donc là, on rentre dans une période d'instabilité qui est assez nouvelle, cela dit, mais elle va donner d'autres choses. À mon avis, c'est que le début de la période. Et on voit l'enchaînement des choses. Le président qui commence. Et là, où va-t-on aller ? Vous faites bien de rappeler que depuis le dernier des Valois, ça va pas très bien. Effectivement. Je propose d'aller du côté de Philippe Bilger, qui donne son analyse de la situation, alors, qui a gagné, qui a perdu. Parce que l'idée générale que j'entends depuis hier, c'est tous pourris. Ça me fatigue. Non, de vous dire. Je trouve que c'est vraiment le niveau zéro de l'analyse. Voilà. Vous avez raison. Ce qu'on oublie de dire, et vous l'avez dit à juste titre, c'est que Marine Le Pen a gagné. D'autant plus intelligemment d'ailleurs qu'elle a eu le triomphe modeste. Deuxième élément, le président de la République va se trouver confronté à une difficulté extrême, à la fois trouver un Premier ministre qui obtienne la majorité à l'Assemblée et d'autre part qui lui permette de reprendre la main. Parce que ça, c'est l'objectif fondamental. Et troisième élément, vous avez évoqué Bruno Retailleau dans la liste des possibles. Je crains que les macronistes ne soient pas assez lucides pour accepter que Bruno Retailleau... Mais sauf qu'il ne risque plus rien. Oui, mais... Il ne risque plus rien. C'est-à-dire que, je le répète, il n'y aura plus de censure, après ce que j'ai entendu hier de M. Attal, qui a expliqué que jamais, il ne mêlerait sa vie avec la France insoumise, donc il sera immunisé. Oui, vous avez raison, Pascal, mais n'empêche que la philosophie et la pratique de Bruno Retailleau ne conviennent pas beaucoup aux macronistes mous, de mon point de vue. Et dernier élément, pour Sébastien Lecornu,
il est, me semble-t-il, le fait qu'il soit un très proche d'Emmanuel Macron est plutôt un handicap pour lui, parce que j'imagine mal la validation d'une candidature qui ostentoirement permettrait au président de reprendre la main. Sauf qu'il est proche également du Rassemblement national, il est compatible. Il sera peut-être, j'ai dit tout à l'heure que M. Barnier avait été sobre et digne dans son départ. C'est vrai. Il n'a pas été habile, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il n'a pas été habile. Hier encore à midi, il téléphonait à un interlocuteur de premier plan en disant « Qu'est-ce que je fais ?» Absolument. Et cet interlocuteur lui a dit « Mais tu as juste à mettre l'indexation des retraités. » Il a dit « Non, je ne peux pas. » Donc il était lui-même. En fait, il n'a rien vu venir. Et surtout, il a traité. Donc il n'a pas été habile. Et il a traité trop tard le Rassemblement national. Et nous sommes d'accord. Donc avec un peu plus d'habileté et peut-être un peu moins de morgue, eh bien, il serait peut-être ce matin-là. Ce matin encore, Premier ministre. Ça a duré 2 mois. Bon. Il était totalement déphasé par rapport aux manœuvres de l'Assemblée nationale. L'Europe, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a découvert. Bon, saluons quand même son discours hier, qui était empreint d'une certaine dignité. Mais on a toujours dit qu'il était digne. Oui. Ça m'inquiète lorsqu'on prête comme qualité à un homme politique quasiment exclusivement la dignité. Ça veut dire qu'il n'est pas très efficace. Et puis j'ai gardé, j'allais dire, le meilleur pour la fin. Gérard Carreyrou, c'est votre spécialité. L'analyse politique, ça fait plus de... En 62, vous n'étiez pas journaliste quand même en 62. En 66, oui, mais avec Pompidou. Bon, voilà. Et d'ailleurs, il y a une image que je voulais juste vous montrer qui m'a amusé ce matin. Une image, il n'y a que 2 premiers ministres qui ont été censurés. Et il y a une photo qui est ressortie ce matin, que vous avez peut-être vue sur les réseaux, où on voit Georges Pompidou à côté de M. Barnier. Je ne sais pas si on peut la voir. Elle est étonnante, cette photo. Regardez, Michel Barnier, dans le même cliché, vous avez les 2 premiers ministres censurés. Alors, M. Barnier était tout jeune, bien évidemment. Elle date de 71. Elle date de 71, cette photo. Bon, Gérard Carreyrou, votre analyse. Avant le vote d'hier, il faut vous dire quand même les choses. Beaucoup de commentateurs se sont trompés, beaucoup de commentateurs, soit en disant, et beaucoup d'entre eux en disant, elle ne fera pas la censure, c'est du bluff, etc. Moi, j'ai été convaincu qu'elle ferait la censure. Beaucoup de commentateurs, après, quand elle a décidé la censure, ont dit, bon, de toute façon, ça sera une victoire à la Pyrrhus. On dira qu'elle a gagné, mais moi, je maintiens ce matin, elle a gagné la bataille de la censure. Et elle l'a gagnée comment ? Elle l'a gagnée en faisant très exactement, et je pense qu'il n'y a pas de doute à cet égard dans sa tête, elle a fait la stratégie qui a permis à Donald Trump de devenir président des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle a compris, qu'elle ne trouverait pas, malgré des efforts considérables pour obtenir une sorte de dédiabolisation, etc., elle trouverait toujours des adversaires et que ce n'était pas la peine d'essayer de composer. Il fallait y aller tout seul, comme un bulldozer, droit dans le mur, avec les électeurs, bien évidemment, avec les électeurs derrière. C'est très exactement ce qui a permis à Trump de casser la machine du Parti républicain et finalement d'arriver là où il est arrivé. Et Marine Le Pen a réglé hier 3 comptes. Elle a réglé le compte du vote des législatives dit de Front républicain, parce qu'elle l'avait en travers, et je peux le comprendre. Premier compte. Deuxième compte, elle a amorcé son combat avec la justice, parce que je doute quand même maintenant la possibilité pour les juges qui feront leur boulot comme ils voudront, mais je doute quand même qu'ils puissent en arriver à cette forfaiture d'exécution provisoire, soulignée d'ailleurs comme inique par Jean-Pierre Chevènement, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration. Et puis troisième chose, elle a montré effectivement qu'on n'avait pas voulu avoir d'égard pour elle, elle n'en aurait pas pour ceux qui n'en ont pas eu à son égard. Donc je pense que c'est une vraie victoire. Et je ne suis pas un lepéniste, mais je vous dis ce que je pense. Je pense qu'elle a gagné sur tous les tableaux hier. Écoutez, voilà une analyse intéressante, intelligente et étayée, argumentée. Et puis, elle n'est pas... comment dire ? Moi, j'ai été frappé dans cette séquence, pour tout vous dire, que tous les éditorialistes de France ont dit
tous la même chose. Elle a perdu sa responsabilité, elle a perdu sa respectabilité. Et quand tous les éditorialistes de France, qui généralement sont les boussoles qui indiquent le Sud, disent la même chose, ça éveille chez moi quelque chose. Je me dis, oh là là, c'est le contraire qui va gagner. Généralement, c'est ça. Et je pense que Gérard Carrérou, j'ai confiance en votre expertise et votre analyse et votre expérience. Et je pense que ça sera intéressant de réécouter ce que vous dites pourquoi pas dans un mois ou dans 2 mois. Alors, Madame Braun-Pivet s'est évidemment exprimée. Et d'ailleurs, le discours de Monsieur Wauquiez hier, mais mon Dieu, Monsieur Wauquiez et Monsieur Attal. C'est-à-dire qu'ils disent une chose qui ne percute pas. Le seul argument, c'est de dire vous avez mêlé vos voix à la France insoumise. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Un argument faible. Mais c'est très faible comme argument. C'est très faible. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'est la motion de censure qui permet ça. Personne n'imagine que Mme Le Pen soit alliée de la France insoumise. Tout ça est grotesque. Et ils ont martelé ça. Ressaisissez-vous, monsieur. D'autant plus que Marine Le Pen vraiment avait parlé avant. Et elle avait été très claire sur ce point. Elle a vraiment dissocié ses voix dans son discours. Pour le coup, son discours, et ça a même été souligné par certains proches du président de la République, était de grande qualité. C'est assez impressionnant. Écoutez, si on fait une analyse des discours hier, c'est le meilleur discours Marine Le Pen. En tout cas, il est meilleur que oui, oui. Non, mais c'est pas le moment. C'est le meilleur discours. Monsieur Attal, bon, voilà, et Monsieur Wauquiez, tout sonne faux. Donc c'est quand même ennuyeux. Ben c'est vrai. Vous avez sorti la sulfate. Mais non, mais tout ça, il y avait des choses. Oui, il y avait Barnier. Je n'y peux rien. Vous avez tout ça sonne faux. Bon, en revanche, on peut écouter. Qui on peut écouter ? Madame Panot. Eh bien, écoutons Madame Panot. Est-ce que je dirais pas ça de Monsieur Coquerel, par exemple ? Monsieur Coquerel, il est dans son rôle. Oui. Dans son rôle, Monsieur Coquerel. Bon, Madame Panot. Je pense effectivement qu'il va tenter de donner un nom de premier ou de première ministre, ne serait-ce que pour effacer la journée d'hier qui a marqué un échec cuisant pour Emmanuel Macron, puisque pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement est renversé. Et nous avons maintenant le premier président de la République qui est visé par une procédure de destitution de toute l'histoire de la Ve République, et un Premier ministre qui est le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire, là aussi, de la Ve République. Donc je crois que c'est la censure qui s'est passée hier est une manière de respecter le vote des Français, et que Emmanuel Macron va effectivement tenter d'effacer cette journée. Mais je le dis, il ne peut pas, à coup de Michel Barnier ou autre Premier ministre tous les 3 mois, tenir encore pendant 3 ans. Bon, c'est ridicule cette référence permanente à la destitution, alors que ça n'avait aucune chance et que c'était parfaitement absurde. Enfin, et lorsqu'elle fait la déclaration après la motion de censure, moi, je suis naïf. J'attendais au moins qu'elle ne laisse pas croire que sans le Rassemblement national, elle pouvait gagner, quoi. Franchement. Et ça existe, même la politesse démocratique, ça peut exister. Mais non, pas dans ce moment-là. De toute façon, Madame Panot ne fait pas de la politique, là. Elle propose aux Français le prochain épisode d'une série à rebondissements politiciennes. C'est pas du tout la même chose. Mais 2 forces politiques dans le pays, la France insoumise et le Rassemblement national, sont intéressées à une accélération du calendrier politique dans un climat de trumpisation. Je suis d'accord avec Gérard. Donc, ils mènent un combat politique. Bon, la France insoumise, je rappelle quand même, c'est 72 députés. Oui. Le Rassemblement national, c'est 143. Hein. Oui. Vous dites les 2 forces politiques. C'est un peu moins, c'est Rassemblement national et Alliés. Et Alliés. 143 et Alliés. Oui, mais c'est pas le même rapport de force. C'est-à-dire que le PS, je le rappelle, c'est 66 personnes. Europe et Écologie Les Verts, c'est 38. Nous sommes d'accord. Bon. Mais le Rassemblement national, c'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire que ce qui s'est passé hier est la suite logique, et Gérard Carrérou l'a mieux dit que moi, de l'élection législative. Effectivement. Pourquoi ? Mais vous savez qu'il y a un autre gagnant tout de même dans cette séquence. Contrairement à tout ce qu'on dit. Je pense qu'il y a un autre gagnant qui est Emmanuel Macron. Vous allez voir. Emmanuel Macron n'aimait plus Barnier. Emmanuel Macron se faisait parfois même corriger par Michel Barnier en Conseil des ministres. Il n'aime pas grand monde. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et Marine Le Pen a utilisé son coup de fusil, mais c'est un coup de fusil à un coup. Oui. Son fusil. Donc, à un moment donné, comme vous le disiez tout à l'heure, elle ne pourra pas recensurer. Il est possible que Emmanuel Macron nomme à Matignon un proche, beaucoup plus proche que ne l'était Michel Barnier. Thomas Hill.